Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport, avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Exceptionnellement, Mehdi Guillonneau à ma droite nous présentera le Zoom de la semaine, on va parler basket Mehdi, sans oublier la question du jour, le débat avec le rugby et le Stade Toulousain, vont-ils réussir à faire le doublé? Et enfin, nouveau sport dans Sportez-vous bien, avec la venue de Laurence Ravaille, vice-champion de France de skateboard. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Vincent Avellana, bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs, tout le monde est prêt? Oui. C'est bon. Essoufflé. Essoufflé. Ouais. Alors je ne garantis pas la bonne tenue de cette émission, chers auditeurs. On va faire au mieux. Ouais. Mais alors on vient On de faire un foot là juste avant. Bon Mehdi et Max et moi on a bien mis des bonnes minasses comme on dit dans le jargon footballistique à vous Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, je voudrais rassurer ma famille, je suis actuellement à l'hôpital de Purpan, n'hésitez pas à venir m'apporter de l'eau. C'est vrai qu'on y allait un peu fort. Ah oui, mais c'est un grand gardien, hein, il s'est pas échappé. Hein. Ça, c'était plus un gardien de hockey qu'un gardien de foot, quoi. On était à 1 mètre de lui. Et Marek n'a pas joué parce que Marek, lui, un peu de retard, Marek. Ouais, rare, hein. Phénomène rare. C'est vrai, c'est rare. Hein. C'est vrai. Un nouveau sport pour vous en plus dans les coups de cœur, coups de gueule. Alors, comme par hasard, on en parle dans le débat. Ça va faire un petit lien. Voilà, ce sera une mise en bouche. Parce que nous sommes professionnels. Voilà, exactement. C'est un petit teasing. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur la table, Mehdi? Il y a mes deux nouveaux potes. J'avais même pas remarqué. Vous le verrez sur le YouTube de l'émission dès ce soir à 21h, 21h30 sur le YouTube Sportez-vous bien. Ça pousse. J'emménage mon balcon, c'est deux plants de tomates tout simplement. Le balcon, pas le studio quand même. Je veux dire. C'est le cantonnier de l'émission. C'est 2 plants de tomates, on a mis de quoi, des petites herbes, etc. On passe aux tomates maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Faut les mettre à la lumière là, ils vont prendre un peu de. Ça va leur faire du bien. Ça va changer des M&M, c'est des Kit Kat qu'on a l'habitude de voir dans le studio. Des fruits et légumes un peu. Ça fait peur à Jean Sureda, ça l'intrigue, il avait jamais vu ça. Non mais je les mets devant moi comme ça les tomates vont rougir, c'est pour ça. On commence à quelle heure? On va commencer juste avant. Je me tourne vers vous Max. Parce que vous m'avez fait rire tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait encore là? J'arrive bien évidemment plus tôt pour préparer l'émission. Maxime me suit un peu et c'est l'occasion pour nous de saluer Eric Dupri qui est un journaliste, un animateur de la radio et qui est inconditionnel fan de tennis qui nous sort les sets précisément de 1985, pas de problème. Et j'étais occupé en train de préparer l'émission, je faisais des allers-retours avec le studio pour aménager le studio, etc. Maxime était au bureau. Et Eric, il a qu'une personne à parler, il parle à Maxime, mais de tennis. Moi j'écoutais. Et Maxime ne disait rien, et c'était un monologue d'Eric. Ah non, j'écoutais. Et ça, c'était excellent. Je savais pas quoi, j'avais aucune réponse. Non, mais je lui posais des questions. J'essayais de m'intéresser. Vous avez dérivé sur le Jokari, Maxime, ou pas? C'était super. Non, quand même. Non, mais c'était intéressant. J'écoutais parler, voilà. Comme c'est sa passion. Il y a toujours moyen de sortir par une défaite de Benoît Paire, ça colle toujours à l'actualité en général. Il a gagné un match à Madrid, vous êtes mauvaise langue, Vincent. C'est une exception. Ouais, mais il a perdu le deuxième. Mais ça arrive. La victoire était un accident. On salue Benoît Paire qui nous écoute bien évidemment. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. Santé Marion. Pendant qu'il travaille le cardio là, portez-vous bien dans les oreilles. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Il y a un peu de tout. Il y a un coup de projecteur, 2 coups de projecteur, un coup de gueule, un coup de cœur et un coup de poing. Je vais commencer avec le coup de poing parce que j'ai envie. Voilà, il y a un coup de cœur dans le coup de poing en plus. On est chaud, on y va. Ouais. On va parler bien évidemment de sport de combat, de boxe. Oui, c'était donc dans la nuit de samedi à dimanche au Texas. Les gens ont compris depuis 3 ans. Il n'y a que moi qui parle de sport de combat ici. Donc c'était le combat entre Canelo Alvarez le Mexicain et Billy Joe Saunders le Britannique. Donc c'était un combat pour l'unification des ceintures des poids mi-moyens donc. Et sans surprise, voilà, c'est Canelo Alvarez dont je vous parle souvent ici dans l'émission qui s'est imposé. Et comme à chaque fois, donc voilà, je vous parle des victoires de Canelo. Il est arrivé donc à 56 victoires, 1 défaite et 2 nuls. C'est la première défaite de la carrière pour Billy Joe Saunders qui est allé au bout de l'effort. Hein. Alors parce qu'il faut savoir qu'il a abandonné à la 9e reprise en fait. Enfin, il n'a pas vraiment abandonné, il voulait revenir sur le ring, mais c'est son entraîneur
qui lui a dit non qui lui a dit ouais non arrête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce Changement qu'en fait, d'entraîneur, je pense. il a pris un uppercut qui lui a fracturé l'orbite, donc c'est-à-dire juste au-dessus de l'œil, et ça lui a fracturé tout l'os, et donc là il a plusieurs mois d'arrêt, et donc il a dû arrêter sur cette blessure. C'était plus prudent pour lui. De toute façon, il était dominé, il allait s'incliner. Canelo qui rentre un peu plus dans la légende parce qu'il a 7 ceintures, donc il a unifié toutes les ceintures donc chez les moyens, et il a aussi une ceinture chez les lourds légers, c'est-à-dire dans la catégorie au-dessus. Donc c'est assez incroyable ce qu'il est en train de réaliser, le Mexicain. Et alors le coup de cœur, je vous le fais rapidement, c'est surtout la victoire du Français Souleymane Sissoko en super welter par décision face à l'Anglais Kieron Conway. Là aussi c'était hallucinant parce qu'il y avait 70 000 personnes lors de ce combat, donc l'ambiance était folle. Donc l'ex-médaillé de bronze au JO de 2016 a décroché la ceinture WBA de la catégorie. C'était sa 13e victoire, 8 par KO. Ça a été un combat très difficile parce que lui aussi a été touché dans la 9e reprise, et il est même allé au sol. Il a été compté par l'arbitre, et en fait il a été frappé, lui aussi il a été frappé par un uppercut à l'œil. Il a dit après le combat: je pensais que je n'allais pas me relever, je n'y voyais plus, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon œil à un moment, mais il a réussi à se relever et à finir le combat et à gagner. Et donc c'est bien de parler de Souleymane Sissoko parce que on parle souvent de Tony Yoka en tant que figure, que porte-drapeau de la boxe française, mais il faut pas oublier plein de boxeurs comme ça qui sont peut-être moins médiatisés mais qui font aussi de grandes performances, comme Sissoko, Goulam Irian qui vient de Toulouse d'ailleurs, et le Toulousain Sofiane Noumia aussi, Sofiane Noumia, Nordino Bali aussi. Voilà, il y en a plein d'autres, et on est très heureux pour lui, et il est maintenant dans le top 10 mondial de la catégorie, Souleymane Sissoko, donc on espère qu'il va aller plus loin. Si Tony Yoka est aussi médiatisé, c'est vulgairement parlant parce qu'il est copain avec les médias, avec Canal, ou parce qu'il est vraiment il a vraiment une... En fait il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a le côté on va dire poids lourd déjà qui fait que c'est plus médiatisé, et il a le côté médaille d'or olympique aussi forcément qui fait que c'est plus médiatisé. Et il faut dire qu'en France la boxe a plus un côté associatif amateur que professionnel. Donc dans l'esprit des gens, gagner une médaille olympique qui est une compétition amateur, la boxe olympique est une compétition amateur, elle n'est pas professionnelle, a plus de résonance en fait qu'aux États-Unis. Quelqu'un qui n'a jamais gagné de médaille olympique peut très bien faire une incroyable carrière en boxe, il y a pas de souci, même si bon, c'est bien d'avoir les deux. Il n'y a pas aussi un peu le storytelling autour de Yoka, parce qu'il est sa compagne, c'est ça. Aussi. Et puis en plus il y a le côté où il est dans une catégorie de poids où c'est la guerre quoi. Il y a Wilder, Joshua, Fury, voilà, tandis que Canelo, avec tout le respect que j'ai pour lui, même si c'est un immense boxeur, il est un peu seul quoi. Il est obligé d'aller chercher dans d'autres catégories. Hors poids lourd, moi c'est le seul nom français que je connaisse, Canelo. Ah oui, par rapport à la boxe. C'est pour ça que par contre les poids lourds, moi j'en connais certains. Alors je m'intéresse pas forcément à la boxe. C'est pour ça. Voilà. Ça explique. Oui. Ça explique tout. Je reviens vers vous tout à l'heure, on va parler de Pro D2, mais il y a un autre coup de projecteur. C'est un petit peu un teasing avec notre invité tout à l'heure sur le skateboard, Laurence Ravaille, qui est c'est pour ça qu'il arrive en retard, il avait un skate. Voilà. Il s'est pas voiture pour une fois. Donc c'est peut-être pour ça. J'ai fini le trajet en ambulance. Parce que le skate et moi... Il arrive de La Rochelle en skate. En fait il a mis des petites roulettes pour les vélos, mais sur les skates, c'est pour ça, pour pas tomber. C'est avec vous Mariquetta, on va parler un petit peu de skateboard et de ce qui s'est passé ce week-end avec les championnats de France. C'est ça, faire un faceplant, gaper des marches, rentrer une figure. On va s'intéresser à tout ce vocabulaire là ce soir avec notre invité, vous l'avez dit Jean. Et donc moi coup de projecteur sur le skate, parce que ces 2 dernières semaines sont tenus les championnats de France des 2 disciplines qui seront présentées aux Jeux Olympiques. Le parc ou le bowl qui s'est déroulé, le championnat qui s'est déroulé à Chelles en Seine-et-Marne, qui a ouvert le bal donc il y a 2 semaines. Le parc en fait c'est les riders qui enchaînent des figures dans un skatepark en forme de piscine vide, vous avez sûrement déjà vu ça, où là on a vu s'imposer Madeleine Larcheron, seulement 15 ans, et Tom Martin, 12 ans. Alors, cette question de l'âge elle m'intrigue beaucoup et j'attends vraiment notre invité pour en parler. Je vous laisserai la poser à notre invité. Voilà. Vincent Matron qui est le numéro 1 de la discipline du parc. Et non, même quand même, c'est impressionnant. Non, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'ils affrontaient des personnes plus âgées, des grands comme ils disent dans leurs interviews. Vincent Matron qui est le numéro 1 de la discipline qui était absent. Et ensuite, donc, les championnats de street qui, là, s'est déroulé à Biarritz ce week-end. Le street, c'est des figures très techniques sur des modules dans un skatepark qui reproduit le mobilier urbain, donc des trottoirs, des bancs, etc.
D'ailleurs, il faut savoir que pour les Jeux Olympiques, il y a deux stadiums, si je puis dire, deux skateparks qui ont été construits sur mesure donc, pour cette discipline du parc et du street. Et ce sera la première fois que les skateboards sera la aux première Jeux Olympiques, on en parlera tout à l'heure. C'est ça. Dans cette discipline du street à Biarritz, c'est Charlotte Im qui s'est imposée chez les femmes, 4e titre consécutif, et Vincent Milou qui est aussi devenu professionnel par la même occasion. Il y a eu un reportage, je crois, sur lui il y a pas longtemps. Charlotte Im m'a envoyé un message tout à l'heure. Elle pouvait pas se libérer, mais voilà, m'a envoyé un message il y a pas plus tard qu'une heure. C'est ça. Charlotte Im avec un parcours assez atypique aussi, puisque voilà, comme beaucoup de skaters, elle commence avec ses amis, tout ça, mais aujourd'hui elle passe, je crois, un doctorat en sciences sociales ou je ne sais plus quoi. Mais c'est assez voilà, on a hâte de recevoir Charlotte Im en tout cas dans l'émission. Et pour ce qui est de la suite du calendrier pour les qualifications des Jeux Olympiques notamment, un petit mot avant qu'on en parle avec notre invité, mais la World Skate avait annoncé fin avril l'annulation des coupes du monde, du championnat du monde de parc. C'est assez embêtant à cause de la crise sanitaire. Donc pour ceux qui sont spécialisés dans la discipline du parc, il ne restera que le Dew Tour. Le Dew Tour, ça se passe aux États-Unis du 20 au 23 mai. Voilà, Jean. J'ai bien bossé le sujet là. C'est ça. Donc c'est un peu une espèce de compétition mythique qui va avoir lieu. Voilà, et les 20 premiers seront qualifiés à raison des 3 riders par nation. Mais il y a les championnats du monde de street où notre invité y sera. Ce sera à Rome du 20. Je regarde ma copie. Vous l'avez je l'ai. C'est du 29 mai au 7 juin. Voilà. C'est bon, je l'ai. Donc on en parlera tout à l'heure. Il y aura les championnats du monde et je compte sur vous, Marek, pour m'épauler dans cette interview. Bon, même si on l'a bien travaillé tous les deux en amont, bien sûr, bien évidemment. On s'est vu. Bon, là on va moins rigoler. Ça va être le seul coup de gueule de la soirée. C'est avec vous, Vincent Avellana. C'est sur la diffusion du Giro à la française. Du vélo. C'est vrai que l'un des 3 grands tours n'est absolument pas diffusé en France. Enfin, pas diffusé. Même quand on a la chaîne, on peut pas l'avoir, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est ça, c'est la première fois que le Giro n'est pas diffusé à la télé. Pourtant, c'est Eurosport qui a récupéré les droits par la maison mère Discovery. Eurosport, c'est quand même une habitude du cyclisme. C'est la chaîne référence depuis toujours. Toutes les grandes compétitions cyclistes sont le Tour diffusées. De France, il y a les championnats du monde. Voilà, en général, il y a double retransmission entre France Télé et Eurosport. Et là, donc, ça faisait 4 ans que le Giro était en gratuit sur l'équipe, en clair. Donc, avec des grosses audiences et des records à près d'1 million, notamment quand Arnaud Démare a remporté plusieurs fois des étapes. Et pour le coup, donc, Eurosport a récupéré, et changement de stratégie, ils ont décidé de diffuser donc, toutes les courses RCS notamment, donc, qui est l'organisateur de courses italien, l'équivalent de ASO en France pour les grandes courses, a décidé donc de diffuser sur le player. Donc pas du tout en télé, seulement de manière digitale. Donc aujourd'hui avec les télés connectées, bien sûr, il est possible donc, de télécharger l'application Eurosport et quand même de le regarder. Mais c'est un coût supplémentaire. Parce qu'actuellement, Eurosport est diffusé avec un contrat d'exclusivité avec Canal+. Donc pour regarder Eurosport, il faut déjà être abonné à Canal+, ce qui est au bas mot 40 € par mois minimum. C'est ça. Et il faut donc rajouter entre 7 et 10 € par mois supplémentaires pour pouvoir accéder à ces courses supplémentaires sur la plateforme Eurosport Player. Et c'est une stratégie assumée de Discovery qui veut vraiment dématérialiser le plus possible et de s'éloigner de la diffusion de télé classique. Non mais ça, je pense que nous, passionnés de sport et sûrement les auditeurs aussi qui nous écoutent dans Sportez-vous bien, c'est un coup de gueule général. C'est-à-dire on n'arrête pas de nous dire on est vraiment tous sauf un pays de sport. Le problème c'est qu'on est bon quasiment partout. Enfin on a des représentants quasiment partout. Dédicace à Lucas Serdet qui nous écoute. Mais le football c'est tout payant à part les matchs de l'équipe de France. Heureusement on paye pas pour voir les matchs de l'équipe de France. Le rugby on voit que les matchs de l'équipe de France. Il y a un match de Coupe d'Europe à chaque fois. Et encore des fois c'est pas le plus intéressant. Quand il n'y a pas de Covid. Voilà c'est ça. C'est ça. Le handball tout est payant à part quand la France fait une finale de Coupe du Monde. Fort heureusement c'est régulièrement, ça on a de la chance. Après ce genre de sport c'est déjà bien qu'ils aient des diffuseurs. Mais pour le rugby c'est différent. Le tennis aussi. Rien n'est. Le seul truc qui est gratuit c'est la pétanque. J'ai fait de la pétanque, j'ai fait des championnats de pétanque. Il y a le bûcheronnage aussi. Il y a une chose aussi dont on parlera, c'est l'arrivée d'Amazon sur Roland Garros. C'est-à-dire que Roland Garros, c'est terminé le Roland Garros qu'on a connu. On pourrait regarder les matchs assez tard sur France Télévisions, France 2, France 3 ou France 4. Ça vous embête ça Les sessions du soir qui auront maintenant lieu seront sur Amazon. Mais c'est la mort du sport, non ? Les supporters anglais sont embêtés puisque maintenant qu'Amazon est rentré dans la danse, ils ont BT Sport, Sky Sport et Amazon. Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez suivre vraiment votre équipe toute la saison, en fait, vous êtes quasiment obligé d'être abonné
aux 3, puisqu'en fait, vous êtes pour Wolverhampton, un week-end ils vont être sur Sky, le week-end d'après ils sont sur BT, et le mercredi ils sont sur Amazon, quoi. Ça devient n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y a des pigeons comme moi où on va tout le temps payer, mais si vous êtes un vrai supporter, au bout d'un moment, il va y avoir un point de non-retour aussi. Après, en Angleterre, il y a aussi des fonctionnements avec des accords, notamment dans les pubs, et c'est pour ça que les gens vont dans les pubs pour aller. C'est pas plus mal, remarque. C'est moins cher de boire une bière que de prendre l'abonnement tous les mois, quoi. C'était une blague du Gorafi d'ailleurs qui m'a fait penser. Ils avaient fait un faux article qui disait le Gorafi a acheté les droits de diffusion de votre jogging du dimanche matin. C'est plutôt bien fait. C'est la dérive qui va arriver. Et si vous voulez regarder les exploits du TFC sur cette fin de saison, il va falloir être sur beIN Sport, parce que je crois qu'ils ont même potentiellement le barrage. C'est Canal et beIN Sport qui vont faire le barrage. Alors ça dépend. Le premier barrage serait sur beIN, mais le deuxième serait sur Canal. Bref, ça me saoule déjà encore. Bon, on verra bien, mais non, c'est logique. Le premier barrage est un barrage Ligue 2, le deuxième barrage est un barrage Ligue 1. Ouais. La Ligue 1 est sur Canal, la Ligue 2 est sur beIN. Les terrasses seront rouvertes d'ici là. Voilà, exactement. Vous viendrez chez moi, j'ai une terrasse. Voilà. Mais on va parler du TFC qui a une fin de saison sympathique, mais dans le bon sens du terme pour une fois, où ils ont assuré la place de barragiste. Il faut gagner demain pour espérer un faux pas de Clermont samedi pour monter directement en Ligue 1, Mehdi. Exactement, une fin de saison excitante. Ça fait, je pense, 10 ans que c'était pas arrivé au TFC, qui était plutôt habitué au bas-fond. Non, mais oui, mais positif dans le bon sens. Voilà, où tu regardais un petit peu vers le haut, c'est surtout ça qui compte. Donc le TFC a battu Caen. On va dire presque tranquillement ce week-end, 3 buts à 0 avec des buts de Diaguerre, Bayo et Ngoumou. Voilà un match on va dire assez classique, des Canets qui sont presque en national, et surtout ça permet de continuer un petit peu le rêve d'accrocher cette seconde place du TFC, puisque le TFC a 4 points de retard à deux matchs de la fin pour eux. Clairement on n'en a plus qu'un à jouer, et voilà, le TFC affrontera Pau mercredi, qui est pas complètement sauvé non plus, qui aura besoin d'une victoire pour l'assurer, mais ils sont en bonne voie, quoi. C'est en bonne voie parce qu'il y a du monde derrière, voilà. Et ensuite le TFC, voilà, ce qu'on attend tous, c'est le multiplex de samedi. On espère que le match de Pau, ça passera, il y aura 3 points, on reviendra à 1 point de Clermont, on l'espère tous, pour vivre un dernier samedi soir de folie. Parce Clermont perd et Toulouse perd. Parce que comme ça le truc. parce que Toulouse ira à Dunkerque, qui est 17ème et qui est le premier non barragiste, et Clermont dans le même temps ira à Caen, qui lui est le premier barragiste et 18ème. Donc c'est des matchs au couteau qui. La bataille de Dunkerque. Ouais, exactement. Non, franchement c'est juste ça, c'est excitant pour le club. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé d'être dans le haut, de jouer des choses comme ça, et juste profitons de ça. On verra il y a quand même plus de chances qu'on aille jouer un barrage, et le barrage est assuré. Le barrage est assuré. Le barrage à domicile est assuré. Donc ça économise un match, et potentiellement ça va se jouer l'adversaire du TFC. Barrage s'il y a, ce serait soit le Paris FC, soit Grenoble Foot 38, soit la JOCR. Ce serait l'un des 3 points. Juste, je veux rajouter, très court, juste un hommage à Christophe Reveux qui est décédé, un ancien capitaine, gardien du TFC. Voilà, il y a eu un hommage des supporters juste avant le match aussi, avec l'arrivée du bus, etc. Très bel hommage. Voilà, il avait 49 ans, on n'en sait pas trop sur son décès, mais voilà, un hommage j'espère lui sera rendu aussi dans le stade au mois d'août prochain, quand on pourra retourner dans les stades, tout simplement. Oui, et on pense humblement à sa famille et ses proches, à Christophe Revaux. Pour terminer très vite, Maxime, un coup de projecteur sur la dernière journée de Ligue 2 en foot, il y a la dernière journée de Ligue 2 en rugby. On aime la deuxième division, on aime les taupinières et les bières mousseuses. C'est pour ça que la section paloise nous écoute. Voilà, alors ouvrez bien les oreilles, Coraline. Non, c'est juste pour vous dire que faire un point avant la dernière journée, puisque tout simplement en fait il y a eu quasiment tous les enseignements ont été livrés lors de cette avant-dernière journée. On a les 6 qualifiés, donc avec Perpignan, Vannes, Grenoble, Colomiers, Oyonnax et Biarritz. Donc Perpignan et Vannes attendent donc les demi-finales, ils sont directement en demi-finale. Pour les autres, il va falloir passer par les barrages, ça va batailler. Et rapidement en bas, Soyo Angoulême a été battu par Biarritz sur son terrain, ils sont condamnés, ils joueront contre Blagnac l'an prochain en national. Et puis ils devraient notamment être rejoints par Valence Roman. Voilà, alors il y a un espoir, il faut que Aurillac, lors de la dernière journée, perde contre Provence Rugby, alors qu'ils reçoivent Provence Rugby, ce qui semble assez improbable. Et il faut que Valence Roman aille gagner sur le terrain d'Oyonnax, ce qui est improbable avec aussi. Le bonus offensif. Donc, ce qui est compliqué pour les Dromois. Voilà, on sait jamais, écoutez, c'est la magie du sport, mais bon, normalement ce sera Valence Roman qui rejoindra Soyo Angoulême, et bravo à Rouen aussi qui a battu Perpignan. Alors attendez, j'ai noté le score 31-17 sur son terrain, donc pour se sauver la dernière journée
journée, ils l'ont fait de fort belle manière. Bon, ça, c'était une des performances qui m'a marqué ce week-end. Voilà. On compte sur vous la semaine prochaine pour nous faire un petit bilan ? Oui, bilan complet. Voilà. Et je parlerai hockey la semaine prochaine, puisque ce soir, c'est la dernière journée de la phase régulière de NHL. Voilà. Eh ben ok, on peut passer au Zoom de la semaine. Celle-là, elle était bien. Elle a jamais été faite. Je suis encore en train de me tâter de vous lâcher pour le Zoom là. Le Zoom de la semaine est retour. Avant de parler du basket, on va parler du rugby à 13, retour sur les paris de la semaine dernière. Le TO13 contre, comment vous avez dit ? Witness. Coraline ? 24-21. Lucas ? 50 à 4. Ouais, 3, c'est pas possible. 4. C'était pour dire que c'était vraiment pas beaucoup. Quoi. Ouais. Moi, j'ai prévu un 42-7. Kevin ? 34-12. Et Maxime ? 38-10. Attention, suspense, score final 70-0 pour le TO13. Donc victoire de Lucas, je suis obligé de le dire parce que sinon il va me taper. Mais tout le monde a trouvé la victoire du TO13. La belle saison, le bon début de saison du TO13 continue. Il ne devrait pas avoir beaucoup d'accroches dans la saison et le TO devrait pas retrouver mais devrait se diriger vers l'élite du rugby. On a fait une belle recrue encore là, dont je vous ai parlé. Oui, c'est vrai. Tony Gigot qui jouait Super League. Non, le frère joue au Spartak Moscou. Voilà. Ah oui, Samuel Gigot. Voilà, c'est le frère de Samuel. Ouais, très bien. Et ils aiment les haricots. Et le Zoom de la semaine avec vous, Mehdi. Et on va parler d'un match énorme, d'un match presque titanesque sur la N1, la Nationale 1 de basket. Très important pour Toulouse, le TBC qui joue à Tours. En gros, c'est la finale du championnat. Exactement, Toulouse va vibrer en cette fin de saison pour le rugby, pour le foot avec les barrages, mais aussi pour le basket. Effectivement, Toulouse affrontera Tours demain soir à 20h. C'est à la maison ou c'est à Tours ? C'est à Tours. C'est à Tours. C'est un match, c'est une finale en fait, c'est un match de championnat. Il reste 2 matchs pour les 2 équipes, mais les 2 équipes sont en tête des bilans en National 1. 18 victoires et 6 défaites pour chacune des 2 équipes sur les 24 matchs joués. Donc voilà, à mon avis, il y a une journée derrière, mais le vainqueur montera en National 1. Voilà, le TBC peut s'appuyer quand même sur un gros collectif. Il y a quand même 4 joueurs qui sont pratiquement au-dessus des 10 points de moyenne. Mike Joseph, le pivot, Jambo, Timon, et surtout le capitaine qui a plus de 40 ans maintenant, Faisal Sarawi, qui est pratiquement aussi à 7 passes et demi de moyenne, et ce qui est en basket FIBA est assez énorme. Ça correspond un peu à on va dire 10-11 en NBA. Ah oui. Donc voilà, c'est une énorme moyenne. À l'aller, le TBC s'était imposé largement 84-68, ce qui est très important pour le point average en cas d'égalité à la fin du championnat, parce que on imagine mal particulier. Oui, en cas d'égalité, oui. Oh, c'est cool, ça. Ouais, exactement. Ouais. Donc bon, là, il y a quand même une marge en cas d'égalité en fin d'année, mais en fin de saison, mais il faudra quand même. Plus 22 sans réfléchir. Exactement. Non, plus 10, ouais, c'est ça. Plus 24. Plus 24. Ouais, bien vu, bravo. Et bon, sans réfléchir, ça va. Donc voilà, après il y aura un dernier match qui se jouera dimanche pour le TBC face à Lorient, mais ça semble anecdotique puisque la plupart des équipes n'ont plus rien à jouer et on voit qu'elles ont un petit peu lâché. Donc le match, la grande finale pour le TBC, on sera demain soir, je pense, aux alentours de 22h, si le TBC, on va dire, est éligible à la Pro B ou pas, puisque on est en attente de savoir si le dossier passera pour le TBC ou pas. Eux, ils ont bon espoir et ils pensent que la mairie les aidera, on verra bien. Et ils joueront contre Lorient aussi, donc dans quelques jours, le Lorient de Bali Koulibaly qu'on avait reçu, ancien du TBC qu'on avait reçu je crois début janvier, c'était le premier invité de 2021. On va passer au pronostic tout de suite. Bon, du basket, donc c'est un peu comme le rugby, c'est du hasard complet. Le seul ici qui a réussi à trouver un score exact sur du rugby, c'est moi, rappelez-vous. Match nul ou pas, Mehdi? Allez, je commence par vous, Mehdi. Ça va être compliqué en basket quand même. Allez, tour TBC, Mehdi. 79-75. 79-75 pour Tours. Ouais. Ah ouais. Oh là, il m'énerve, il fait tout le temps la même chose. Il y a eu des cas de Covid très récemment à Toulouse et bon, voilà, Tours c'est plus ancien. Il y en a eu aussi, mais c'est plus ancien, donc je me dis. Vincent. 70-77. 70-77. Moi je vais donner un 68-82. Voilà, comme ça je fais le même. Ouais, mais oui, je prends le risque. Coraline. 70-80. Ah oui, d'accord, oui, donc vous prenez exemple sur le boss, on est d'accord, Marek? 76-78. Ah ouais, là va falloir tirer les fesses, ouais, c'est ça pour le match. Parce que je veux dire 80-76 pour le TBC. Donc 76-80 et Romain 75-71 pour Toulouse. Ah, 71-75. Voilà, et comme ça, nous on verra les résultats, on encourage bien évidemment le TBC qui joue demain à 20h à Tours. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour.
Mais quel tricheur, quand j'ai changé ma feuille, regardez ma Je vous feuille. regardez vous, Mais pas la feuille. Non, s'il vous plaît. mais quel tricheur. Une question et 4 minutes pour y répondre. Pour tout vous dire, j'ai déjà ma question pour la semaine prochaine. Ah. Donc un petit indice, vous savez que ça va pas être d'actualité, mais je vais bien réussir à tourner le truc en mode actualité. Et ça va être marrant. Quelle est la particularité des épreuves de natation lors des Jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896? Je crois que vous alliez dire 2004, mais là... Il n'y avait pas d'eau. C'est énorme, dans le sable. C'est les seuls qui ont été faits entièrement dans le... Dans l'eau, dans la mer. Dans la mer. Dans la mer Égée. Dans un fleuve. Avec de l'eau salée, ouais. Vous m'énervez. Non, mais j'avais prévu 4 minutes dessus. Vous avez pas la question la semaine prochaine déjà? La question de la semaine prochaine, quoi. Voilà. Vous la voulez la question? Voilà quoi. Alors, on va finir là-dessus. Je cherche la question de la semaine C'était prochaine. quoi là? Mais c'est ça, il y avait pas de Mais choix, c'est quoi. ça. En fait, Il y avait attendez. tout en eau libre, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, les nageurs ne s'affrontaient pas dans une piscine, mais un bateau les emmenait au large. Normal. Et le gagnant était celui qui arrivait le premier au Celui rivage. qui en fait, c'était c'est simplement celui qui arrivait, celui qui arrivait quoi. En fait, et vous savez C'est pourquoi Escape Game dans l'eau, le truc. Mais c'est vrai. Et vous savez pourquoi? En fait, les organisateurs ne voulaient pas investir dans une piscine. Ah ouais. Donc les épreuves ont eu lieu dans la baie de Zéa, l'un des ports du Pirée. Alors attention, les JO à l'époque c'était en avril et heureusement à l'époque, heureusement à l'époque il n'y avait pas de réchauffement climatique, d'accord. Donc c'est à dire que l'eau était à 13 degrés. Donc fallait. Ils ont pensé le faire à Alcatraz aussi après. Donc il fallait nager vite. 3 épreuves ouvertes à tous et une 4e aux Grecs uniquement. Le calendrier étant très serré, personne ne se met sur les plusieurs épreuves sauf le Hongrois. Et désolé pour la prononciation, Alfred Ajos, je sais pas comment il faut le prononcer, vainqueur sur le 100 mètres et le 1200 mètres. L'Autrichien Paul Neumann gagne le 500 mètres et le Grec Ioannis Malokinis gagne le 100 mètres pour les Grecs. Ça devait pas être tout à fait juste parce que le bateau, il faut vraiment qu'il soit à 100 mètres en sachant qu'il doit y avoir un peu de houle. Ah, c'est particulier. Mais des emmenés au large. Allez, à tout à l'heure. Allez, à bientôt. Coraline, est-ce qu'on a le temps pour... On a le temps? Oui, on a le temps. Allez. On a le temps. Alors, une autre. Drew Mitchell. Vous Ah oui, connaissez? je connais, l'Australien. Oui. Un rugbyman, vice-champion du monde avec l'Australie et double champion de France et Oncle champion Drew. d'Europe avec le RCT, avec le rugby club toulonnais. Il a un record du monde. Ah oui. Lequel? Les pompes? J'ai déjà vu Non, ça. non, c'est pas un truc avec des physique cacahuètes ou comme ça, non? Ou avec la nourriture, non? Non mais c'est Un chaud. genre de saucisse. Je crois que je l'avais vu, ouais. Mais c'est quoi? Allez, une autre. C'est quoi? C'est il a écrasé un maximum de cacahuètes à moins d'une minute ou un truc comme ça. Non du tout. C'est un Mais truc- c'est un peu l'idée. C'est Mais je vais ça, trouver mais le je truc me précis. C'est avec des souviens cacahuètes. plus, Ah, je suis dégoûté. Mais je suis souviens plus, dégoûté ce aujourd'hui. qu'il avait fait. Le plus de cacahuètes dans sa bouche, quelque chose? Non. Non. Du beurre de cacahuète sans le filet C'est de un truc que tartine. par exemple moi je peux pas faire. Et ici, Bon, ça- ouais, ici il y a que Max qui peut le faire. Ah, il a cassé des noix avec ses pecs, non? Ou quelque Ah chose bah, comme ça, là. prétentieux. Je sais pas, non. J'avais essayé une fois, j'étais arrivé, donc. C'est pour ça, quoi. C'est pas ça. Non, Ah, c'est merde. pas ça. Mais c'est presque. C'est Mais c'est presque ça, c'est ça. C'est presque Avec ses ça. biceps. Oui, et il a fait quoi avec ses biceps? Il a cassé. Il a écrasé. Il a écrasé Voilà. exactement 14 Ah, voilà. pommes en 1 minute avec Ah, ses pomme, j'y biceps. arriverai pas. Là, faut pas rêver, là, non. Non, mais une fois, j'avais réussi une noix un peu vieille. Je m'en souviens. C'était un de mes meilleurs souvenirs. quoi. Maxime passe de sacré dimanche. Ah, je me On voit suis- les je me occupations suis senti fort, ouais, mais écoutez, hein. Voilà, faut ouvrir une chaîne YouTube. Mais là, avec ça. Ah, mais ça se fait plein de fois, mais il y a plein de, y en a qui en font 45. Moi, j'ai failli avoir la diarrhée tellement j'ai forcé, mais j'ai réussi à la casser, quoi. Mais c'est quand même bizarre de se dire, Ouais. bah tiens, je vais Mais vous faire- connaissez je vais- pas ce défi? Bah Il y non. en a plein de défis comme ça, où par exemple les pastèques avec la tête, je sais pas, ou le pastèque avec le poing, vous avez jamais essayé? Ah ouais? Ah ouais, ouais. J'avais jamais essayé. C'est énorme. Déjà, j'ai appris il y a un mois l'existence des rugbyman de glaçons Le avec glaçon, la tête. ouais, là, le ça, glaçon, je connaissais ça, pas du par tout. contre, Ça, on c'est le pas- faisait, ouais. c'est ça, moi je m'y En suis fait, explosé le crâne là prenez aussi. un glaçon dans la main, Ouais. et après vous devez le casser sur votre Celui front. qui avait écrasé Et le après, tableau, ouais. plus vous êtes fort, et quand vous arrivez au boss final, vous mettez le glaçon sur votre front, et c'est votre coéquipier qui le casse. Ah, mais C'est une c'est horrible. blague. Ah, ouais, dans les- Et après, on dans fait les- des protocoles commotion pendant les Ah, matchs. oui, oui. Ah, mais là, Non, je peux mais- vous dire qu'il y en a qui se sont retrouvés avec des faux airs d'Harry Potter. Là, ils avaient des cicatrices Moi. du tonnerre, là, comme ça. Moi le premier. C'est vrai? Ah incroyable. oui, dans les fêtes, Mais dans c'est les une fêtes blague à ou quoi? la campagne, Ouais, c'est vrai, c'est on vrai. prenait un certain nombre de glaçons, Ouais, c'est ouais. celui qui les explosait le plus vite. J'avais le front en sang complètement, mais il faut- c'est des trucs comme voilà. Je vous adore. On mais était dis- jeunes, ça, on faut être était un peu jeunes. bête, quand même. Vous Ah, avez, mais les ventres, complètement. vous avez les ventres glisses, vous avez. Ouais, même il y en a qui, quand il y a des murs en placo, j'en ai déjà vu essayer de casser les murs en placo à la tête. Hein. Ne faites pas ça chez Ah vous, ouais, évidemment. Merci Marek. Ou les portes battantes à ouvrir avec la tête. Ouais, On embrasse le GRC les Landes. Ah ouais, tous les joueurs de rugby, tout simplement, ils se Ce- reconnaîtront. C'est réalisé par des professionnels. Ah, des professionnels de la connerie, ouais. Ne faites pas ça à la maison.
Nous, on va respirer. Je vous avais prévenu, chers auditeurs, mais au moins c'est dans la bonne humeur. On va retrouver notre sérieux, bien évidemment. Quoique on est sérieux, hein, mais on rigole. Ça et on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est vice-champion de France de skateboard depuis ce week-end. En équipe de France depuis le début de l'année, Laurens Ravaïf participera au championnat du monde à Rome dans un peu moins de 2 semaines, hein, c'est ça hein c'est dans 2 semaines, c'est le 29 mai. Juste avant, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Laurens, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Comme je l'ai dit, vous êtes vice-champion de France et vous êtes membre de l'équipe de France de skateboard. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les différentes disciplines du skateboard, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il y a le street. En fait, c'est inspiré de la rue et il y a des modules qui sont inspirés de la rue et on doit skater ça. Et il y a le ball qui est inspiré des piscines aux États-Unis où c'est des rampes. Et vous êtes plus sur le street, c'est bien ça? Est-ce qu'on teste tout d'abord et après on se spécialise vulgairement parlant, ou on commence tout de suite le street et on y va jusqu'au bout? Non, pas forcément. Par exemple, moi j'ai commencé par le ball, mais j'ai trouvé plus de sensations dans le street, du coup je me suis spécialisé là-dedans. C'est vraiment totalement différent, vulgairement parlant, et vous allez me dire si la comparaison est bonne. C'est vraiment différent du genre, c'est comme un athlétisme à 100 mètres et un 200 mètres, ou c'est vraiment comme un 100 mètres et le lanceur de javelot? C'est vraiment différent à ce point-là ou pas? Oui, c'est plus différent à ce point-là. Les sensations sont pas du tout les mêmes. La difficulté est pas pareille. Enfin, c'est vraiment autre chose. Comment on vient faire du skate? Parce que voilà, comme je vous l'ai dit hors antenne, et puis les auditeurs le savent, à côté je suis surveillant dans un collège, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au collège avec un skate et tout. Vous êtes tombé dedans, si vous le permettez, comme ça, très jeune, à faire le skate au collège, au lycée, etc., ou pas du tout? Ouais, moi j'ai commencé à 10 ans, en fait, c'est grâce à mon grand frère. Il y a un skatepark qui s'est ouvert pas très loin de chez nous. Il y est allé une fois, après il m'a emmené quand il y est allé pour la 2e fois. Et après, moi je voulais y aller tous les jours. J'ai commencé à lui piquer sa planche. Au final, il m'a donné sa planche. Et j'ai continué. Et lui, après, il a repris le surf à La Réunion. C'est quand qu'on comprend qu'on est proche du très haut niveau? Parce que quand on est vice-champion de France, quand on va disputer les championnats du monde, quand on est dans un programme, on en parlera tout à l'heure, pour être à Paris 2024 pour les Jeux Olympiques, on est un sportif de haut niveau. Quand est-ce qu'on comprend qu'on peut le faire? Après, dans ce milieu-là, c'est compliqué parce que c'est quand même un milieu très familial où on est... c'est vraiment, moi, quand je vais skater, je vais voir mes potes avant tout. Et après, on fait des sessions ensemble. Du coup, on profite à mort. Et c'est surtout quand on fait des compétitions qu'on se rend compte vraiment de notre niveau. Moi, personnellement, je me considère pas comme un sportif de haut niveau. Mais j'ai les capacités, là, comme j'ai pu le prouver ce week-end. Mais à l'intérieur de moi, je m'en rends pas réellement compte, en fait. Et il y a un côté un petit peu, je vais être philosophe 2 minutes, mais c'est un peu comme une leçon de vie. Le skate aussi, on tombe, par contre, il faut toujours se relever, quoi. Ça aussi, non? Ouais, c'est ça. Là, il y a 1 an à peu près, c'est un peu dur, vu que moi, je m'étais fait les ligaments croisés. Ah oui. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps à m'en remettre, beaucoup de rééducation. Maintenant, je fais assez de sport pour entretenir tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. On se fait souvent mal, mais ça fait partie du skate. On va dire qu'on aime ça au final. Oui, c'est vrai. À quel moment on maîtrise, entre guillemets, le skate? Parce que j'imagine, comme dans tout le monde, moi demain je monte sur une planche, je tombe 125 fois sur 126. Mais à quel moment, voilà, vous maîtrisez la planche, vous ne tombez plus, sauf rarement, quoi? Déjà, on apprend à tomber. Il y a des manières de tomber. D'accord, ouais. Vous apprenez à tomber avant de faire du skate? Non, ça on l'apprend sur le tas. Ok. À force de tomber, chacun trouve un peu sa manière de tomber pour éviter de se faire mal. Et après, c'est dès qu'on maîtrise les bases du skate, on peut essayer de combiner certaines figures avec d'autres. Et du coup, c'est là où on commence vraiment à s'amuser. Parce que le début du skate est quand même beaucoup prise de tête, où il faut vraiment énormément persévérer. On tombe beaucoup et tout ça. Et là, arrivé à un certain niveau, quand on veut essayer une figure, vu qu'on a un peu les bases de
chaque figure qu'on veut combiner, bah, ça arrive plus facilement. Il y a un chroniqueur qui, dans les coups de cœur et les coups de gueule en chaque début d'émission, et c'était prévu depuis bien longtemps, il avait prévu de faire un coup de projecteur sur les championnats de France de skateboard. C'est Marek Keta qui a justement une question. Ouais, vous avez intégré du coup l'équipe de France, enfin la Team France il y a pas très longtemps. Moi, je voulais savoir comment s'était passée votre intégration et surtout comment on vous a repéré en fait. Comment ça se passe le repérage des skaters pour les ramener dans leur team en fait? Moi, j'avais été repéré beaucoup plus jeune. Je devais faire un stage avec l'équipe de France, mais malheureusement, je m'étais blessé. Du coup, après, on s'est perdu de vue. Et là, ils ont fait un stage à l'île de la Réunion. Du coup, on s'est recroisés. Et là, ils se sont posés quand même pas mal de questions et ils ont voulu voir comment ça pourrait se passer à l'international pour moi. Du coup, ils me laissent cette chance. Et là, on a eu l'occasion de faire une semaine ensemble avec la Team France. Et l'intégration s'est super bien passée. Je m'entends avec tout le monde, avec les coachs, avec les riders et tout ça. Justement, Marek ? Ouais, et autre question, je voulais savoir aussi quelle était la part... est-ce que c'est important aussi d'avoir un espèce de CV vidéo ? Parce que c'est très commun chez vous les skaters de vous prendre en vidéo, tout ça. Est-ce que c'est important pour se faire repérer encore une fois ? Bah c'est quand même le plus important. Il y a les compétitions qui sont importantes, mais la base du skate, c'est les vidéos et les photos. Du coup, oui, la base vidéo, c'est vraiment le plus important. D'accord. Vous êtes dans la Team France qui domine au niveau mondial, au niveau européen. Est-ce qu'on est bon, nous, en France ? Ouais, on est super bon. Bah, déjà, il y a Aurélien Giraud qui est un des meilleurs mondiaux avec Vincent Milou. Mais après, ce qui domine le plus, ça va être les Américains, ouais. Avec les Brésiliens et les Japonais, mais on n'est pas loin. Qu'est-ce qui fait que la France est dans les meilleurs mondiaux pour vous ? C'est la pratique courante de cette discipline, de ce sport ? Oui, je pense. Et déjà, on est quand même pas mauvais au surf. Du coup, je pense que ça se rapproche beaucoup. Par exemple, Vincent Bilou, il fait beaucoup de surf et il est très bon au skate. Donc, je pense que ça joue un petit peu tout ça. Et le skate est quand même... ça se développe vachement quand même en France avec tous les skateparks. Même sur l'île de la Réunion, ça se développe de plus en plus. Il y a des super bons riders sur l'île aussi. Il y a malheureusement, et ça vous le savez, il y a le Covid. Ça a changé beaucoup dans votre organisation, sur les compétitions j'imagine, parce que vous voyagez beaucoup, mais sur les entraînements ? Sur les entraînements, ça va, vu que moi j'essaye d'y aller quand il n'y a pas trop de monde, parce qu'après il y a beaucoup d'enfants, du coup c'est compliqué pour s'entraîner. Du coup j'y vais soit le matin, soit en fin d'après-midi. Maintenant je pouvais plus y aller en fin d'après-midi à cause du couvre-feu, mais le matin je pouvais toujours skater, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et c'était dur après le confinement et puis tout ce qu'on a traversé de se remettre dedans, ou c'est une telle passion que finalement on a les fourmis dans les jambes ? Bah, moi, au final, j'ai eu de la chance qu'il y ait le confinement, vu que c'était au moment de mes ligaments croisés. Ah oui. Donc, je devais rester à la maison. J'avais pas vraiment le choix. Mais après, ouais, c'était dur. Mais de toute façon, j'y serais retourné dans tous les cas. J'ai besoin de faire du skate. Ça me vide la tête, ça me fait du bien. Je vois les potes, on s'amuse. C'est un sport, mais c'est tellement... une bonne ambiance et j'en ai besoin. Ne me dites pas que c'est vous qui avez fait le Covid quand même pour récupérer, non ? Non, quand même pas. Quand même pas. Je rigole bien évidemment. Question de Marek Keta. Ouais, il y a 2 semaines, on a vu Madeleine Larcheron, 15 ans, et Tom Martin, 12 ans, devenir champion de France de bowl. C'est assez curieux de voir des jeunes concourir avec des enfants. Avec des enfants, ouais. Enfin, pour ce qui est de Tom Martin, un jeune adolescent, ouais, de les voir concourir avec des grands, avec des adultes, quoi. C'est une particularité du skate, ça ? Non, normalement, il y a quand même 2 catégories. C'est moins de 16 ans et plus de 16 ans. Mais là, à cause du Covid, il n'y a eu que les sportifs de haut niveau et les personnes de la Team France qui ont pu participer. D'accord. Du coup, ils ont fait qu'une catégorie pour que ce soit assez complet quand même. Mais c'est bien pour les jeunes. Ils ont pu se confronter aux plus forts aussi. Et les jeunes sont tellement forts, ils sont de plus en plus forts. L'avenir, ça va être très beau pour eux.
Il y a les championnats du monde à Rome du 29 mai au 7 juin prochain. Ce sont vos premiers championnats du monde. Est-ce qu'il y a une attente particulière, une adrénaline, pour pas parler de pression par rapport à ces championnats du monde? Il y a une certaine pression, je stresse un petit peu, mais c'est quand même un rêve pour moi d'y participer. Du coup, je vais tout donner en m'amusant et essayer de faire le meilleur résultat possible quand même. On a déjà des objectifs, ou vulgairement parlant, vu que c'est vos premiers championnats du monde, on y va juste pour découvrir comment ça se passe? Non, mon objectif, ça reste de faire un podium pour participer aux Jeux de Tokyo. Parce que les 3 premiers au championnat du monde participent à Tokyo. Mais après, ce serait de faire le meilleur résultat possible pour récolter des points pour la suite. Il y a la répétition générale le 20 mai prochain. Alors, passez-moi mon anglais exceptionnel, si vous le voulez bien. C'est le Dew Tour, si c'est bien ça. Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une compétition internationale, un peu au même titre que les championnats du monde, avec les meilleurs riders mondiaux. Ils seront aussi présents à Rome. Et c'est une compétition, c'est une des plus grosses compétitions aux États-Unis. C'est répétition générale, c'est pour marquer des points aussi, pour se faire voir avant les championnats du monde. Le côté psychologique marche en skateboard ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Si on voit qu'on est dans les derniers et que quelqu'un met une grosse figure devant avant que tu passes, c'est dur derrière de dire il faut que je fasse mieux, il faut pas que je tombe, et du coup ça joue beaucoup sur le moral. Il y a les Jeux Olympiques 2020, mais en 2021 forcément, ce sont les premiers dans l'histoire où le skateboard sera présent. Quel regard vous portez là-dessus? J'imagine qu'il y a quand même une certaine fierté et de la joie, non? Non, c'est bien que ça vienne au JO. Après, pas tous les skateurs sont d'accord, mais parce que ça Pourquoi? vient de la rue, de la liberté, parce que le skate est quand même un sport très libre. Et là, le fait que ça passe au JO, ça va être un petit peu plus réglementé. Du coup, pas tout le monde est d'accord là-dessus, mais moi, je suis quand même assez content que enfin ce soit reconnu comme un vrai sport et qu'on arrête de nous voir comme des délinquants. Oui, ce qui est absolument pas le cas. On rassure les auditeurs. Puis c'est, comme vous l'avez dit, un sport. C'est pour ça que c'est aux Jeux Olympiques. Il y a Paris 2024, il y a Tokyo 2020, mais il y a Paris 2024 en France, bien évidemment. Vous me voyez venir, est-ce qu'on y pense déjà? Oui, on y pense, c'est sûr. C'est pour ça que là, l'équipe de France m'emmène sur les compétitions internationales pour voir si ce serait possible que je participe à Paris 2024. Et moi, ce serait un rêve d'y aller. Je vais tout donner, essayer de commencer à récolter des points et voir si je pourrais participer à Paris 2024. Pour terminer, entre-temps, il y aura d'autres échéances entre ces deux Olympiades. Comment on se gère avec, avant ces Jeux Olympiques français en 2024, ne pas être prêt trop tôt, bien se concentrer au bon moment? C'est pas trop difficile, ça? Il faut faire attention parce que, comme on en avait parlé, il y a les vidéos aussi. Oui. Et du coup, ça se passe dans la rue, c'est un petit peu plus dangereux, on peut facilement se blesser. Oui. Et il faut faire attention à quand on peut skater et quand il faut quand même se limiter pour pas se blesser avant les compétitions. Bon, les blessures, je pense que vous avez assez donné. On vous souhaite tout le bonheur de ce côté-là, et en espérant vous voir sur un podium avec la Marseillaise, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite déjà pour les championnats du monde à Rome fin mai. Merci beaucoup, Laurens. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, et bon courage pour la suite. Et nous, on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Leader du top 14 et finaliste de la Champions Club, le Stade Toulousain semble presque imbattable avec l'un des meilleurs effectifs d'Europe, au moins. Mais la beauté du sport fait que rien n'est acquis, d'où cette question simple. Messieurs, le Stade Toulousain va-t-il faire le doublé Mehdi? Non. Maxime? Non. Marek? Je sais pas là. Il est perdu. Et Vincent? Oui. Ah bah, voilà. C'est bien, au moins qu'il y croit. Pourquoi? Pour contrebalancer, faire un peu de Très bien, je vous écoute. Argumentez. Non, moi je pense vraiment que... Vous sentez vraiment qu'ils peuvent le faire? Je pense qu'il reste qu'un match en... Déjà, il y a qu'un match en Champions Cup, donc je pense qu'au final, vu le calendrier, il y a quand même au final, entre la demi-finale et la finale la demi-finale, championnat et la finale de la Coupe d'Europe, il y a quasiment un mois au final, 4 semaines.
Donc ça permettra de souffler, d'être plus serein et finalement ça insuffle quelque chose. Une gagne la Coupe d'Europe derrière, ça libère le championnat, on le prend différemment. Finale de la Champions Cup, ce sera contre La Rochelle le 22 mai et les demi-finales, parce que bon, normalement on touche du bois, le Stade Toulousain ne fera pas les barrages. Les demi-finales ce seront le 18 et le 19 juin prochain. Maxime, vous avez dit non, pour quelle raison? C'est trop dur, c'est Toulon je crois qu'il a fait le dernier, 2014, 15 non. Peut-être pas 15, non, 14. Mais par contre, c'est le Stade Toulousain qui a réussi le premier doublé en gagnant la première Coupe d'Europe et en étant champion en 1996. Mais pourquoi vous ne les voyez pas faire le doublé? Après, déjà, quand ils l'ont fait en 96, le format de la compétition était quand même différent. Mais je remarque, ramené au nombre de matchs, je me demande s'ils n'ont pas joué. Ils n'avaient pas joué beaucoup de matchs lors de la première édition. Ils n'en ont pas beaucoup joué non plus ce coup-ci. Ouais, faut être réaliste. Non, là, je sais pas. Déjà, je les trouve très très concentrés sur l'objectif Coupe d'Europe. Ça fait un moment qu'ils en parlent de cette Coupe d'Europe, qu'ils veulent devenir le plus grand club d'Europe avec le plus gros palmarès. Et ils sont pas loin de réaliser cet exploit. Une 5e étoile. 5e étoile, ouais, voilà, devant le Leinster et les Saracens. Mais alors après, du coup, j'ai peur que ça ait quelques répercussions sur le top 14 parce qu'en effet, il y a une coupure, on va dire, d'un mois. Mais alors je sais pas si est-ce que faut voir comment Hugo Mola va gérer l'effectif surtout, c'est ça qui m'inquiète en fait. Est-ce qu'il va continuer à faire rentrer de temps en temps de ses joueurs titulaires pour qu'ils gardent quand même un peu le rythme, parce qu'un mois sans vraiment aucune compétition ça peut porter préjudice lorsqu'on arrive en phase finale, surtout s'il tombe contre une équipe qui elle n'a pas joué la Coupe d'Europe et a gardé le rythme, a gardé les automatismes et resté tout le temps active, alors qu'eux ils auront fait que la finale. À Clermont par exemple. Voilà, et après il y a le quid des blessures aussi. Est-ce que ce match contre La Rochelle, il va pas y avoir de la casse, parce qu'à mon avis, il va y avoir un engagement terrible, surtout que les Rochelais, eux, n'auront absolument rien à perdre. Moi, je suis à leur place, c'est la première fois qu'ils vont en finale de la Coupe d'Europe. Je veux dire, bon, ils sont deuxième de top 14. Et ils sont deuxième de top 14 aussi, donc vraiment là, c'est une fin de saison avec une énorme équation à résoudre. Mais moi, je les vois mettre le plein pot sur la Coupe d'Europe, l'objectif, et ensuite je pense qu'ils vont peut-être manquer un peu d'énergie pour aller chercher le bouclier. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Mehdi, ce qui est dit? Parce que vous aussi, vous avez dit non, que le Stade ne fera pas ne fera pas. Tout est subjectif, bien sûr. La logique voudrait une chose, c'est que le Stade Toulousain, c'est ce que l'a dit, le Stade Toulousain gagne la Coupe d'Europe, parce que normalement, ils sont censés être supérieurs à La Rochelle, même si sur ce qu'on a vu en demi, La Rochelle était presque plus impressionnant. Et ensuite en top 14, je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir leur revanche par rapport à la Coupe d'Europe de cette année. Le Racing notamment, je pense que va vouloir tout écraser. Attention, il y a Castres qui est 6ème, et quand Castres est 6ème en général, non, mais on a le champion de France. Même si Bordeaux passe aussi le cut dans les 6, pourquoi pas. Après, bon, Clermont, ça me semble plus compliqué. Toulon, à voir, c'est solide aussi, mais à voir. Mais c'est surtout le Racing. Voilà. Le Racing, depuis qu'ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, je pense qu'ils sont tellement focus sur le top 14 que voilà, ils faisaient déjà partie des plus grosses équipes d'Europe. Et là, en plus, avec un seul objectif, ça va être dur d'aller chercher, à mon avis. Il va falloir un énorme Stade Toulousain pour réussir ce doublé quand même. Une réaction, Marek? Non, là je fatigue. C'est ça. Mais bon, le Stade, vu qu'on est à Toulouse, on souhaite bien évidemment que le Stade gagne tout. Ça c'est une évidence. Ouais, après sur la longueur, ça va être compliqué. Ouais, hein. je pense que je rejoins un peu Maxime. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie après avec 2 échéances quand même? Il y a autre chose, messieurs. Exactement. Il y a autre chose, messieurs. C'est le Covid. On est obligé, avec le protocole du rugby, on est obligé d'y penser malheureusement. Alors, je pense que là, ça va aller. Ça va quand même dans le bon sens. Les beaux jours, les vaccinations, ça va un peu avec l'ambiance actuelle. Je pense que le spectre du Covid va se lever petit à petit sur la compétition, c'est ce que j'espère. Après on n'est jamais à l'abri, hein. En plus le stade a quasiment pas touché, c'est une des seules équipes qui a quasiment jamais été touchée, donc peut-être qu'ils vont aller se faire vacciner aussi, non? J'ai entendu ça. Il faut, je sais, alors je sais pas du tout, mais on peut rentrer dans un autre débat. Est-ce que les sportifs de haut niveau doivent être vaccinés? Ouais, ça on peut avoir ce débat dans quelques semaines. Aux États-Unis ils n'ont pas réfléchi là-dessus, ils ont fait. La semaine prochaine on fera un débat, on peut l'annoncer tout de suite sur évidemment la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2016. Il y aura pas vraiment normalement de surprise. Normalement je n'y suis pas.
Vincent, vu les prestations tout à l'heure, il va peut-être être réserviste pour le poste de gardien de but. Oui. Mais voilà, il y aura la liste le lendemain, donc le 18, et nous on sera là le 17 forcément, donc on parlera de ça. Mais peut-être que la semaine d'après, on pourra faire c'est un sujet intéressant. Je sais pas honnêtement. On verra si un médecin voudra venir dans l'émission. S'ils vont se vacciner ou si. Mais en tout cas, oui, faut espérer qu'il soit pas impacté par ce coup du sort, quoi. Après, oui, en plus de ce qu'on a vu hier, je pense qu'il y a quand même un petit sentiment de revanche. C'est-à-dire que si on affrontait Toulon en phase finale, ça serait super intéressant par contre, quoi. Parce que là, hier, ils ont pris quand même samedi, excusez-moi, ils ont pris une belle rouste. Bon, ils avaient mis une équipe. Voilà, ils avaient mis une équipe très jeune, mais souvenez-vous, j'étais 24e. Donc. Il y a quand même, je veux dire, il y a quand même l'orgueil du club à défendre, et donc je pense que si jamais ça revient, voilà, ce sera une des affiches de ces phases finales qui pourrait être intéressante. On sait que dans l'idée des gens, le mot trop confiant au rugby n'existe pas. Il y a toujours une modestie qui, même par moments, m'énerve dans le discours des rugbyman. Est-ce que le Stade peut être trop confiant ? C'est-à-dire, on rappelle, ils sont champions de France en titre toujours, parce que malheureusement l'année dernière, ils n'ont pas été. Le championnat n'a pas pu se terminer. On connaît les raisons. Ils sont encore leaders du championnat. Ils sont en finale de la Champions Cup sans vraiment forcer. On va pas mentir, sans vraiment forcer, ils vont en finale. Ouais, ils ont peut-être forcé à aller le 8e de finale, mais ils forcent pas vraiment. Est-ce que se voir trop confiant ou est-ce que les autres qui les voient trop beaux, ça peut leur porter préjudice aussi ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part les supporters qui sont vus comme un peu prétentieux par les autres supporters partout en France. Et je pense que c'est, honnêtement, maintenant, moi qui vis à Toulouse depuis une dizaine d'années, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont gagner tout le temps. Il y a beaucoup de rugby, ça m'énerve. C'est peut-être ça qui m'énerve en fait. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est un peu le Real Madrid du rugby. Donc quelque part, il faut aussi ce côté-là. Par contre, les joueurs du Gomola, et vu l'état d'esprit du coach et même de la plupart des cadres de cette équipe-là, la prétention, à mon avis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et ils seront en focus à 200% sur. Rien que voir la réaction hier de l'avant-hier de Clément Poitronneau, qui a recadré sèchement les joueurs qui l'a ramené un peu trop à son goût. Mais ça m'énerve aussi. Ils envoient la baie, ils en prennent 44 et ils vont pleurer. Enfin bref. Non, mais c'est parce que probablement que certains des jeunes ont peut-être se sont plaints dans le vestiaire et voilà, donc c'est du sport, ils ont le droit de chambrer. Donc voilà. Vous pensez que le Stade peut être trop confiant ou c'est vraiment pas la mentalité, pas l'image même du Stade, hein ? C'est pas l'image de cette équipe. C'est une équipe qui fait le taf, comme on dit, quoi. C'est vrai qu'ils se remettent souvent en question même. Et puis c'est une équipe qui répond présent dans les grands rendez-vous depuis le dernier titre. Et c'est une équipe qui a jamais été championne d'Europe. C'est une équipe. L'effectif, j'entends. L'effectif n'a jamais été champion d'Europe. C'est vraiment quelque chose qui est convoité depuis longtemps. Il y a que Médard, qui est là, l'ancien. En plus, c'est ça, c'est-à-dire que les cadres ont une bonne mentalité, je trouve. Ils savent que gagner, c'est pas quelque chose c'est pas un coup de chance, c'est aussi un état d'esprit. C'est la culture de ce club, la gagne. Donc, je pense que ils vont ramener au moins un des deux trophées, ça c'est sûr. À choisir la Champions Cup, vu que le tournoi, top 14, ils vont miser la Champions Cup. Ils vont miser sur la Champions Cup. Pour terminer, on a 1 minute, mais je vais vous donner 45 secondes. Qui peut inquiéter le Stade ? La Rochelle, vraiment ? Pau et Bayonne. D'ailleurs, vous avez pas dit, si vous regardez le classement, on va se foutre une peignée avec Coraline, entre Palois et Bayonnais, un point d'écart. Le Racing, on l'a dit. Coraline, on fait un contre en sortant. Comment ça va ? L'impression a changé de camp. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le calendrier, pour terminer, est le plus favorable à Pau ou Bayonne ? On part en fin de classement. C'est intéressant, pour l'avoir regardé un petit peu, il me semble que c'est mieux pour Pau. C'est mieux pour Pau. Il y a notamment un déplacement au Stade Toulousain pour Bayonne. Je crois qu'il y a le Stade Français et après je sais plus. Bon, on verra bien la semaine prochaine. Ça sent le barrage pour Bayonne. Ça sent le barrage pour Bayonne et contre Colomiers, un bon Bayonne-Colomiers, ça ce sera bien. Merci messieurs, merci à Coraline et Romain à la réalisation vidéo et audio. Nous on se retrouve la semaine prochaine, on devrait parler de taekwondo normalement et on recevra Albert Rust, le gardien de l'équipe de France 84 de football, le 7 juin prochain pour parler de l'Euro. Nous on se retrouve lundi prochain, donc portez-vous bien lundi.